on m'a tout pris. Mon mari, mes amis, ma réputation. Ils pensaient m'anéantir, mais en me laissant seule. Ils m'ont offert le plus grand des cadeaux. Moi-même. Voici l'histoire de comment j'ai cessé de me battre pour un monde qui m'avait rejeté. Et comment j'ai construit le mien. Un camp qui ne dépendait de personne. Mon propre camp. Ma vie d'avant avait la douce odeur du rôti du dimanche et le son feutré des rires partagés autour d'une table trop pleine. J était l'architecte de ce bonheur. Chaque coussin sur le canapé, chaque livre sur étagère, chaque recette de dîner était une pierre que j'ajoutais à l'homme, édifice de notre vie. Chaque livre sionté était, l'épouse de notionti et livre sionté à l'homme, épouse de notionté, l'amie de notionté, l'hôtesse parfaite. Mon identité était un fil de soie doré, tissé si serré dans la tapisserie de notre couple et de notre cercle d'amis, que je ne savais plus où je commençais et où il finissait. Les photos de cette époque racontent une histoire parfaite. Des week-ends à la campagne, les joues rougies par le froid, un verre de vin à la main. Des vacances en Italie, le sel sur la peau, une complicité de façade immortalisée par des milliers de sourires. J était la gardienne du temple, celle qui entretenait la flamme de la convivialité. Je croyais que cet amour, que ces amitiés, étaient le roc sur lequel ma vie était bâtie. Je ne savais pas que ce roc était du sable, et que la marée était sur le point de monter. La découverte n'a pas été un coup de tonnerre. Ce fut plus insidieux. Un murmure. Un nom qui revenait trop souvent. Une intimité dans un message lu par-dessus son épaule, une intimité qui, était pas la nôtre. Le monde n'a pas basculé, il s'est fissuré. Lentement. Le sol s'est ouvert sous mes pieds avec une discrétion terrifiante. Le déni a été ma première armure. Ce n'est rien, je me fais des idées. Mais la fissure est devenue un gouffre, et un jour j'ai dû regarder dedans, et j'ai vu. La douleur a été physique, une lame froide dans le ventre. Une incapacité à respirer. Et dans ce chaos de trahison et d'incrédulité, j'ai fait la seule chose que la bienséance, que la dignité de façade, interdit. J'ai brisé le silence. J'ai confronté l'autre. Je ne suis pas allé la voir pour me battre, ni pour l'insulter. J'y suis allé comme on va à un rendez-vous avec la vérité, aussi laide soit-elle. J'avais besoin de voir le visage de celle qui avait partagé l'homme de ma vie. J'avais besoin de comprendre. Était un acte de désespoir viscéral. Le cri d'une femme dont le monde venait de écrouler. Je cherchais une réponse, peut-être même un élan de solidarité féminine, un minimum de décence. Je n'ai trouvé qu'un miroir poli de justification, et un mépris tranquille. Je pensais que la première trahison était la pire. Je me trompais. La seconde, la plus profonde, la plus dévastatrice, est venue de ceux que j'appelais les nôtres. Le tribunal de l'opinion s'est réuni sans moi. Les chuchotements dans les dîners où je étais plus invité sont devenus mon verdict. Il a su, avec un art consommé, peindre le tableau d'un mariage à l'agonie, d'une épouse difficile, névrosée. Elle, la maîtresse, est devenue la victime de ma crise de nerfs. Et mon monde a choisi son camp. Les amis de toujours ont commencé par prendre leur distance. Les appels se sont espacés. Puis le silence. Un silence assourdissant. On ne veut pas prendre parti, disait-il, tout en continuant de l'inviter, lui et elle, à leur table. Tu comprends? C'est délicat. Elle a été un peu excessive, non? Allez la voir comme ça. Chaque excuse était un clou de plus dans le cercueil de mes illusions. J'ai vu 20 ans d'amitié, de confidence, de soutien, évaporé comme la rosée du matin. J était devenue l'hystérique. L'aigrie. Celle qui avait perdu les pédales. Au cœur de ma propre peine, j'ai été jugée, condamnée, et exilée. Je n'avais pas seulement perdu un mari. J'avais perdu ma place dans le monde. Ma réputation. Et pendant un long moment je me suis perdu moi-même. La maison, autrefois le théâtre de notre bonheur, est devenue un mausolée. Chaque objet me renvoyait un souvenir, chaque pièce me criait son absence. Le silence était pas paisible, il était lourd, épais, plein des fantômes de nos rires. Je me suis retrouvée seule au milieu des ruines de ma vie. Le deuil était pas seulement celui d'un mariage. Était le deuil de mon identité, de mes amitiés, de la femme que je croyais être. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais pas cette femme aux yeux cernés, au visage creusé par les larmes. Qui étais-je?
sans mon statut d'épouse. Qui étais-je, quand tous ceux que j'aimais avaient choisi l'autre camp? La reconstruction n'a pas commencé par un grand geste héroïque. Elle a commencé par de minuscules rituels de survie, pour ne pas sombrer. Faire mon lit chaque matin, même si je n'avais qu'une envie, était de rester dessous. Me préparer un café, un seul, et le boire lentement, en sentant la chaleur de la tasse entre mes mains. Marcher. Marcher sans but, juste pour sentir le soleil sur ma peau, pour forcer mes poumons à se remplir d'air. Les premiers temps, chaque pas était une lutte contre les larmes. Puis, peu à peu les larmes ont laissé place à une sorte de calme vide. C'est dans ce vide que le voyage intérieur a commencé. J'ai commencé à tout remettre en question. Pourquoi leur approbation était-elle si vitale pour moi? Pourquoi avais-je laissé leur regard définir ma propre valeur? J'ai passé des nuits d'insomnie à noircir des carnets, à déverser la colère, la tristesse, l'incompréhension. J'ai commencé des séances avec une thérapeute non pas pour qu'elle me donne des réponses, mais pour qu'elle m'aide à poser les bonnes questions. Était le travail de l'ombre. Un travail sans gloire, sans public, sans applaudissements. Était un lent processus de sevrage. Le sevrage de la validation extérieure. J'ai redécouvert des passions que j'avais mises de côté au nom du nous. La peinture, que j'avais abandonnée parce que ça salissait la maison. La lecture de romans qui ne l'intéressaient pas. Les longues randonnées en forêt qu'il trouvait ennuyeuses. Chaque petite chose que je faisais juste pour moi était une pierre que je posais pour construire ma nouvelle maison. Une maison intérieure. J'ai appris la différence entre la solitude et l'isolement. L'isolement c'était la douleur de leur absence. La solitude c'est devenu le plaisir de ma propre présence. J'ai commencé à trouver de la force non pas dans la compagnie des autres, mais dans la mienne. Un soir j'ai mis de la musique, je me suis servi un verre de vin, et j'ai dansé seul dans mon salon. Et j'ai ri. Un vrai rire. Venu du fond du ventre. Ce soir-là j'ai compris. Le vrai divorce était pas la signature d'un papier. Était la séparation d'avec cette croyance que j'avais besoin de quelqu'un pour être entière, ou d'un public pour exister. J'apprenais à devenir ma propre alliée. Mon propre soutien. Mon unique camp. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus une femme brisée. Je vois une femme métamorphosée. La douleur n'a pas disparu. Elle s'est intégrée. Elle est devenue la fondation sur laquelle j'ai bâti ma nouvelle force. Je ne suis plus définie par mon passé, mais par la manière dont je l'ai transcendé. J'ai vendu la grande maison, ce mausolée de souvenirs. J'ai emménagé dans un appartement plus petit, plus lumineux, que j'ai décoré avec mes propres couleurs, mes propres envies. J'ai lancé une petite entreprise en ligne, une boutique de céramique, que je fabrique moi-même. Mes mains dans la terre, je façonne quelque chose de nouveau, de beau, à partir d'une matière brute. C'est une métaphore parfaite de ma propre vie. J'ai voyagé seul. Pour la première fois. J'ai mangé seul dans des restaurants. J'ai marché dans des villes inconnues, guidé uniquement par ma curiosité. Et j'ai découvert que je était pas seul, étais libre. J'ai tissé un nouveau cercle d'amis. Des amitiés différentes, fondées non pas sur les conventions sociales ou les couples, mais sur le respect mutuel, l'authenticité, et des valeurs partagées. Des gens qui m'aiment pour la femme que je suis, pas pour le rôle que je jouais. Je parle avec un calme et une assurance que je ne me connaissais pas. Mon regard ne porte plus la rancœur. Il porte la sérénité de celle qui connaît sa propre valeur, une valeur qui ne dépend plus du regard des autres. Je regarde la femme que était, celle qui a crié, qui a pleuré, qui s'est battue. Non pas avec honte, mais avec une immense compassion. Cette femme-là se battait pour un monde qui n'existait déjà plus. Elle ne le savait pas encore. Et c'est sa douleur, sa rage, qui ont donné naissance à la femme que je suis aujourd'hui. L'abandon que j'ai subi a été paradoxalement le plus grand des cadeaux. En me laissant seule, ils m'ont forcé à trouver ma propre voie dans le silence. En choisissant leur camp, ils m'ont obligé à créer le mien. Un camp inconditionnel, résilient et autonome. Alors si un jour le monde vous tourne le dos, si ceux que vous aimez choisissent un autre camp, ne cherchez pas un allié à l'extérieur. Ne cherchez pas une autre main à tenir. Regardez à l'intérieur. La plus grande force n'est pas d'avoir le monde de son côté, mais de se tenir droite, fière et entière, quand il n'y a plus personne. Votre histoire ce n'est pas celle de ceux qui sont partis, c'est celle de la personne que vous avez choisi de devenir quand il ne restait plus que vous. Les cendres n'étaient pas la fin, elles étaient le terreau fertile, sur lequel, j'ai pu épanouir. On a tendance à repeindre les débuts avec les couleurs les plus vives, n'est-ce pas? On oublie les nuances, les petits doutes, pour ne garder que la lumière éclatante de la promesse. Notre histoire, la nôtre, a commencé sous les dorures d'un appartement parisien,
un soir de fin d'automne. C était un de ces dîners où l'on se sent intelligent et spirituel, où le vin est bon, et les rires fusent, couvrant le bruit de la pluie sur les carreaux. J était là, invité par une amie commune, un peu en retrait, observant ce petit monde s'agiter. Et puis je l'ai vu. N était pas le plus bruyant ni le plus démonstratif. Il se tenait près de la bibliothèque, un verre à la main, écoutant un autre convive, avec une intensité qui semblait absorber tout l'oxygène de la pièce. Il avait ce genre de calme qui force l'attention. Quand son regard a croisé le mien, il n'a pas détourné les yeux. Il a souri. Un sourire lent, qui ne cherchait pas à séduire, mais à reconnaître. Comme s'il m'avait vu, vraiment vu, au milieu de tout ce bruit. Ma première impression de lui? La solidité. C'est le mot qui m'est venu. Il semblait ancré, comme un chêne au milieu d'un champ. Il avait une voix grave et posée, et quand il a fini par traverser la pièce pour venir me parler, il ne m'a pas posé les questions habituelles. Pas de « que faites-vous dans la vie ?» Il a regardé le livre que je tenais à la main et a dit « C'est courageux d'amener son propre livre à un dîner. Vous vous ennuyez déjà ?» J'ai ri, et le reste de la soirée s'est effacé. Nous avons parlé de tout et de rien, mais surtout il m'a écouté. J'avais l'impression que mes mots, mes pensées, avaient enfin trouvé un endroit où se poser. Ce qui m'a attiré, ce N, était pas un charme tapageur, mais une présence. Une certitude tranquille qu'il était exactement là où il devait être, et que cet endroit, pour ce soir-là, était à côté de moi. À cette époque, il était la promesse incarnée. Il était l'homme des petits gestes qui disent tout. Le texto envoyé juste après notre première rencontre pour me dire que ma conversation lui manquait déjà. Les fleurs livrées à mon bureau sans occasion particulière. Il avait une ambition féroce, mais il la portait avec une élégance qui la rendait admirable, pas effrayante. Il parlait de l'avenir non pas comme d'une vague possibilité, mais comme d'un projet concret qu'il dessinait déjà, et dans ses plans, il y avait toujours une place pour un nous. Il avait cette qualité rare de vous faire sentir à la fois en sécurité, et incroyablement vivante. Avec lui, tout semblait possible. Grimper des montagnes, construire une maison, traverser des océans. Il était mon rock, mon partenaire, mon plus grand supporter. C'est du moins ce qu'il me laissait croire. C'est ce que je voulais croire de toutes mes forces. Je me souviens d'un week-end, quelques mois après notre rencontre. Nous étions partis en Normandie, sur un coup de tête. Le temps était gris, menaçant, mais nous étions euphoriques. Nous avons marché sur les falaises des Étretats, le vent nous fouettant le visage, riant comme des enfants. Puis, le ciel s'est déchiré. Une pluie battante, glaciale, nous a surpris en pleine promenade. Nous avons couru, main dans la main, pour nous réfugier dans le premier café venu. C était un petit endroit sans prétention, avec des banquettes en moleskine rouge, et une odeur de café chaud, et de calvados. Dehors, le monde était un chaos d'eau et de vent. Mais à l'intérieur, assis l'un en face de l'autre, nos cheveux dégoulinant, nos joues rouges, il y avait une paix absolue. Il a pris mes mains froides dans les siennes pour les réchauffer. Il m'a regardé, et son regard était si intense, si plein. Il n'a pas dit « je t'aime ». Il a dit quelque chose de bien plus fort. Il a dit « avec toi, même la tempête est un abri ». Et à ce moment précis, j'ai cru que nous étions invincibles. Que rien ni personne ne pourrait jamais briser ce que nous étions en train de construire. J'ai cru que nous étions notre propre camp, une forteresse pour deux. C était la plus belle promesse du monde. Et comme toutes les promesses trop belles, elle était destinée à être brisée. Le passage de la promesse à la permanence s'est fait sans heurts, comme une évidence. Ce N était plus moi et lui. C était devenu nous, un pronom qui S était installé dans nos conversations avec un naturel désarmant. La transition du couple à la future famille n'a pas été marquée par un coup de théâtre, mais par une continuité douce. La demande n'a pas eu lieu à genoux dans un restaurant étoilé, sous les applaudissements d'inconnus. Ce N n'était pas son style, et ce N n'était pas le nôtre. C était un mardi soir ordinaire, pluvieux. Nous venions de signer le compromis de vente pour cette maison qui allait devenir notre monde. Nous étions assis par terre, au milieu du salon vide, qui sentait encore la peinture fraîche, partageant une pizza dans son carton, et une bouteille de vin bon marché pour célébrer. Il n'y avait pas de meubles, juste des échos et des projets. Il a arrêté de manger, m'a regardé au milieu de ce chaos joyeux, et a dit, simplement. Je ne peux pas imaginer remplir cette maison de vie sans que tu sois ma femme. Épouse-moi. Ce N était pas une question enflammée, C était une constatation. Une pièce manquante du puzzle qu'il venait de poser sur la table. Mes larmes se sont mêlées au vin sur mes joues, et ma réponse fut un murmure. Évidemment. C
était ça, notre amour. Une évidence. Les premières années de notre mariage ont eu le goût de l'effort et l'odeur du succès. Nous étions une équipe. Pendant qu'il bâtissait sa carrière avec une détermination qui forçait l'admiration, je bâtissais notre foyer. Pas seulement la maison, mais le refuge. Je faisais de cet espace un lieu où il pouvait déposer les armes après ses batailles quotidiennes. Nos rêves étaient synchronisés. Nous voulions 3 enfants, un chien, un jardin où pousseraient nos propres tomates. Nous voulions voyager, voir les temples d'Angkor, et les glaciers d'Islande. Nous voulions vieillir ensemble sur la terrasse que nous avions construite de nos propres mains, regardant nos petits-enfants courir dans l'herbe. Chaque décision, de la couleur des murs à la destination des vacances, était une brique de plus à notre édifice commun. Nous étions les architectes et les artisans de notre bonheur, convaincus que nos fondations étaient indestructibles. La vie était une symphonie de moments heureux. Les dîners improvisés avec les amis, où nos rires résonnaient tard dans la nuit. Les matins paresseux au lit, le soleil filtrant à travers les volets, nos jambes entremêlées. Les victoires professionnelles de l'un devenant la fierté de l'autre. Mais s'il fallait choisir un seul moment, un seul tableau pour symboliser l'apogée de cet amour, ce serait celui-là. Était de nos 30 ans. Nous étions en Grèce, sur une petite île isolée. Nous avions loué un scooter et passé la journée à explorer des criques désertes. Le soir venu, nous nous sommes arrêtés sur une falaise surplombant la mer Égée. Le soleil était une boule de feu orange qui plongeait lentement dans l'eau, peignant le ciel de couleurs insensées. Il n'y avait pas un bruit, à part le clapotis des vagues en contrebas et le chant des cigales. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait rien à dire. Il a passé son bras autour de mes épaules, m'a serré contre lui, et nous avons regardé le spectacle, en silence. Dans ce silence, il y avait tout. Il y avait la certitude absolue d'être exactement au bon endroit, au bon moment, avec la seule personne au monde qui comptait. Ce n'était pas un moment de passion explosive, mais de paix totale. Une communion si profonde qu'elle semblait éternelle. J'ai posé ma tête sur son épaule, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé. Ça y est. C'est ça, le bonheur. Il est là, et il ne partira jamais. Était le sommet de notre montagne. Je ne savais pas encore que de l'autre côté, il n'y avait que la chute. La perfection a une date d'expiration. On ne la voit jamais arriver. Elle ne s'annonce pas par un grand fracas, mais par un silence qui s'installe. Le début de la fin n'a pas été une dispute. Ce fut bien plus subtil. Ce fut le son de son téléphone vibrant sur la table de nuit, qu'il retournait aussitôt, face cachée. Ce fut la distance qui s'est creusée entre nos corps dans le lit, un espace de quelques centimètres qui semblait aussi vaste qu'un océan. Ce furent ses réponses de plus en plus courtes, à mes questions sur sa journée. Fatigué. Rien de spécial. Les mots étaient les mêmes, mais ils étaient devenus des murs. Le changement le plus insidieux fut dans son regard. L'homme qui me voyait, qui m'aime, écoutait vraiment, a été remplacé par quelqu'un qui regardait à travers moi. Nos conversations, autrefois des échanges animés, sont devenus des interrogatoires auxquels je me livrais seul. Je posais les questions, il fournissait des réponses monosyllabiques. J'ai d'abord cru que qu'était le stress. Son travail devenait de plus en plus exigeant. Je me suis transformée en infirmière de son ambition, redoublant d'efforts pour que la maison reste ce havre de paix dont il avait besoin. Je marchais sur la pointe des pieds, autour de sa fatigue, de ses humeurs, de ses silences. Et quand j'osais, d'une voix tremblante, exprimer mon sentiment de solitude, la réponse était une lame. Tu es trop sensible. Tu dramatises toujours tout. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il avait ce talent pour retourner la situation. Pour faire de mon intuition une névrose. De mon besoin de connexion un caprice. Lentement, insidieusement, il m'a fait douter de ma propre santé mentale. J'ai commencé à croire que le problème, était moi. Que était devenue cette femme exigeante, jamais satisfaite. Que je ne savais plus être heureuse. La manipulation n'est pas toujours un cri. Parfois c'est un murmure qui vous convainc que vous êtes folle d'entendre le silence. Événement qui a tout fait basculer, n'a pas été spectaculaire. Ça a été mon anniversaire. J'avais passé la journée à préparer son plat préféré, j'avais mis une robe qu'il aimait, allumé des bougies. J'espérais que cette soirée rallumerait une étincelle. Il est rentré tard, le visage fermé. Il a à peine remarqué la table. Il s'est assis, a mangé en silence, les yeux rivés sur son téléphone posé à côté de son assiette. Je lui ai demandé s'il se passait quelque chose. Il a levé les yeux, et son regard était vide de toute chaleur. Non. Juste une longue journée. Tu sais, tout ne tourne pas autour de toi et de tes dîners. Cette phrase, lancée avec une cruauté désinvolte, a brisé quelque chose en moi.
Ce N était plus de la fatigue. C était du mépris. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai eu peur. Pas de lui, mais de cette certitude glaciale que l'homme que j'avais épousé N était plus là. La découverte, la vraie, est arrivée quelques semaines plus tard, un samedi matin. Il était sous la douche. Son ordinateur portable était resté ouvert sur la table de la cuisine. Je ne cherchais rien. Je passais juste à côté, pour me faire un café. Et loul, écran s'est allumé. Une notification de message. Un prénom féminin. Et une phrase qui a suspendu le temps. La nuit dernière était incroyable. J'ai encore ton odeur sur moi. Le monde s'est arrêté de tourner. Je me souviens du bourdonnement du réfrigérateur, du rayon de soleil qui coupait la cuisine en deux, de l'odeur du café qui commençait à monter. Tout était normal, et pourtant, rien ne était plus. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai dû m'agripper à la table pour ne pas tomber. Ce N était pas de la colère, pas encore. C était une déflagration silencieuse. La sensation physique de voir sa vie, ses souvenirs, ses projets, tout ce en quoi on a cru, se transformer en un mensonge. Quand il est sorti de la salle de bain une serviette autour de la taille, les cheveux mouillés, il m'a vu. Il a vu mon visage, il a vu mon regard fixé sur l'écran. Il n'y a eu aucune surprise dans ses yeux, juste une sorte de lassitude résignée. Je n'ai pas crié, ma voix était un filet d'air. Qui est-ce ? Il n'a pas nié. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a soupiré, comme si je venais de le déranger. Écoute, ça fait des mois que ça dure, c'est compliqué. Puis il a prononcé les mots qui ont scellé la trahison et ouvert la porte à tout ce qui allait suivre. Il m'a regardé, moi, la femme qui tremblait au milieu des ruines de notre vie, et il a dit. Tu m'as poussé à ça. Tu es devenue si difficile, si éteinte. Avec elle c'est simple, je revis. Il ne m'a pas seulement avoué son infidélité, il m'en a rendu responsable. Dans ce moment précis, il a posé la première pierre de la narration qui allait me détruire. Je était pas la victime. J était la cause. La trahison N était pas seulement dans son lit, elle était dans ses mots. Il venait de me poignarder, et il me reprochait d'avoir saigné sur son tapis. Le sol ne s'est pas seulement fissuré, il s'est ouvert sous mes pieds, et j'ai commencé la longue chute. La révélation n'avait pas sonné le glas, elle n'avait fait qu'ouvrir la porte d'un purgatoire domestique. Les jours qui ont suivi n'ont pas été des jours de cris et de vaisselle cassée, ce fut pire. Ce fut une guerre froide menée dans les couloirs de notre propre maison. Nous étions deux étrangers partageant un toit, chacun campant sur ses positions, l'air saturé de reproches silencieux. Il ne cachait plus ses appels, il s'isolait simplement dans une autre pièce pour les passer. Il ne mentait plus sur ses soirées, il disait simplement « Je sors », avec un haussement de épaules qui me niait le droit de poser la moindre question. J était un fantôme dans ma propre vie et j'attendais. Je ne sais pas quoi. Des excuses ? Un sursaut de conscience ? J'attendais un signe que l'homme que j'avais aimé existait encore sous cette carapace de froideur. La goutte d'eau, le moment où tout a basculé de manière irréversible n'a pas eu lieu entre nos murs. Elle a eu lieu en public, sous le regard de ceux que j'appelais nos amis. Nous étions invités à un dîner, chez ce couple qui avait été nos témoins de mariage. J'y suis allé avec une boule au ventre, espérant qu'une soirée normale pourrait, l'espace de quelques heures, nous rappeler qui nous avions été. Il est arrivé en retard. Seul. Et quelques minutes après lui, elle est entrée. Sa maîtresse. Invitée. Pas par les autres, mais par lui. Il l'a présentée au groupe, non pas avec la gêne d'un homme pris en faute, mais avec l'assurance tranquille de celui qui présente sa nouvelle compagne. Personne n'a protesté. Il y a eu des regards gênés, des sourires crispés, puis la conversation a repris, l'intégrant. On lui a servi un verre de vin. On lui a demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Et moi, était assise sur le canapé, mon verre à la main, regardant la scène comme si elle se déroulait derrière une vitre. Il ne m'a pas adressé un regard, sauf une fois. Un regard qui ne disait pas « Je suis désolé, mais voilà la nouvelle réalité, accepte-la ». Ce soir-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de réparer notre mariage. Il s'agissait de me remplacer. Et tout le monde semblait prêt à jouer le jeu. Le trajet du retour s'est fait dans un silence de mort. En arrivant dans le salon, je n'ai pas enlevé mon manteau. Je suis resté debout au milieu de la pièce, et je l'ai regardé. Le mot n'est pas sorti de sa bouche. Il est sorti de la mienne. Ma voix était étrangement calme,
presque clinique. Je veux le divorce. Il n'y a eu ni choc, ni tristesse, ni colère dans ses yeux. Il y a eu un soulagement. Un soulagement à peine dissimulé. Comme si je venais enfin de le libérer d'un poids. Il a hoché la tête. Si c'est ce que tu veux. Était tout. 20 ans de vie commune, de promesses, de souvenirs, balayés par 4 mots et un hochement de tête. Les semaines suivantes ont été un balai surréaliste et glacial. Il a fait ses valises avec une efficacité redoutable, comme s'il quittait un hôtel. La maison s'est vidée de ses affaires, et le silence qu'il a laissé derrière lui était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. La première réaction de nos amis a été une série de messages prudents. On est tellement désolé. Prends soin de toi. Mais très vite la prudence s'est transformée en distance. J'ai appris, par des détours, qu'ils continuaient de le voir, lui et elle. On ne veut pas prendre parti, me disait-on. Mais ne pas prendre parti, était déjà en prendre un. Était valider sa version de l'histoire. Celle de le voir, épouse difficile dont il avait dû se libérer. Mon téléphone a cessé de sonner. J'étais seule. Le processus de divorce n'a pas été amical, ce fut une guerre d'usure. Il voulait vendre la maison, notre maison, celle où chaque recoin portait l'empreinte de nos espoirs. Il contestait chaque meuble, chaque objet, non pas parce qu'il les voulait, mais pour rendre le processus aussi douloureux que possible. Était sa manière de gagner, de prouver qu'il avait le contrôle jusqu'au bout. Le moment le plus difficile a été la première audience de conciliation. Nous étions assis dans une salle d'attente impersonnelle, à quelques mètres l'un de l'autre, sans nous regarder. Écoutait son avocat dépeindre un tableau de notre vie que je ne reconnaissais pas, me décrivant comme instable, déraisonnable. Et lui, il écoutait, impassible, hochant la tête de temps en temps pour approuver. Devant la loi, était devenu l'adversaire. La plaignante. Un dossier. Le jour de la signature finale, le ciel était d'un gris de plomb, assorti à mon humeur. Nous étions dans le bureau de mon avocate. Une pièce trop chauffée, qui sentait le papier et le café froid. Il était déjà là, lisant des emails sur son téléphone. Il a signé les documents sans même les relire, d'un geste sec et rapide. Puis, ce fut mon tour. Ma main tremblait en tenant le stylo. Chaque lettre de ma signature sur ce papier était une pelletée de terre sur le cercueil de la femme que j'avais été. En posant le stylo, je n'ai pas ressenti le soulagement euphorique que certains décrivent. J'ai ressenti un vide immense. Une peur vertigineuse. Était fini. Vraiment fini. Il s'est levé, a murmuré un au revoir poli à mon avocate, et il est parti, sans un regard pour moi. J'ai regardé les papiers sur la table. Mon nom, à côté du sien, pour la dernière fois. Ce N n'était pas de la tristesse, était plus profond. Était la conscience aiguë être arrivé au bout d'une route, et de ne voir devant moi qu'un brouillard épais. Était seul. Vraiment seul. Le camp adverse avait officiellement gagné. Et moi, je n'avais plus de camp du tout. Je ne savais pas encore que était précisément là que tout allait commencer. Les premiers mois ont eu le goût de la cendre. Le silence de la maison N était plus seulement lourd, il était hostile. Chaque craquement du parquet, chaque goutte d'eau dans l'eau évier me rappelait que était seul à l'entendre. Les nuits étaient les plus longues. Je me réveillais en sursaut, la main tendue vers sa place vide dans le lit, et la réalité me frappait avec la violence d'une claque en plein visage. La solitude était pas en état, était une présence physique, un poids sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Pourtant, au milieu de ce désert de chagrin, de minuscules oasis ont commencé à apparaître, des moments si infimes que j'ai failli ne pas les remarquer. Un soir, j'ai réalisé que je pouvais manger une simple soupe pour le dîner, sans avoir à préparer un repas complet. Je pouvais passer toute une soirée à lire, sans être interrompu. Je pouvais mettre la musique qu'il détestait et la mettre fort. Ces petites libertés au début me semblaient dérisoires, presque coupables. Puis, elles sont devenues des bouées de sauvetage. Était la première lueur d'une vie qui ne serait définie que par mes propres désirs, mes propres règles. Était terrifiant. Et était exaltant. La guérison a été un travail à plein temps, un travail de l'ombre, sans salaire et sans reconnaissance. J'ai poussé la porte d'une thérapeute, non pas pour qu'elle me donne des solutions, mais pour qu'elle m'aide à déblayer les ruines. Dans son cabinet, j'ai pu, pour la première fois, raconter mon histoire sans être jugé. J'ai pleuré la femme que j'avais été, celle qui
était effacé pour faire de la place à un autre. J'ai crié ma rage contre cette injustice, contre cette trahison collective. Et lentement, séance après séance, j'ai commencé à déconstruire la narration qu'il avait imposée. Non, je haine, était pas difficile. J, était vivante. Non, je haine, était pas hystérique. J, était blessée. Et puis, il y a eu la terre. Sur les conseils d'une amie, je me suis inscrite à un cours de poterie. La première fois que mes mains ont touché l'argile froide et humide, quelque chose s'est passé. Façonner cette masse informe, la centrer sur le tour, la sentir prendre vie sous mes doigts. Était une thérapie en soi. Je pouvais y mettre toute ma frustration, toute ma peine. Parfois, la pièce s'effondrait. Et je recommençais. Encore et encore. J'apprenais la patience. J'apprenais que même d'un chaos informe, on pouvait créer quelque chose de solide, de beau, d'utile. Mes mains étaient pleines de terre, mais mon esprit, pour la première fois depuis des mois, commençait à éclaircir. Aujourd'hui, ma vie n'a plus rien à voir avec celle d'avant. J'ai vendu la grande maison, ce temple des faux semblants. Je vis dans un appartement plus petit, au dernier étage d'un vieil immeuble, avec une terrasse qui donne sur les toits de la ville. Il n'y a pas de meubles design, mais des objets que j'ai chinés, des livres qui débordent des étagères et des plantes qui grimpent le long des murs. C'est un chaos joyeux et coloré qui me ressemble. Ma routine est simple. Le matin, je bois mon café sur la terrasse, en regardant la ville si éveillée. Puis, je descends dans mon petit atelier, installé dans une ancienne boutique au rez-de-chaussée, et je travaille l'argile. Ma petite entreprise de céramique, lancée en ligne, a trouvé son public. Chaque colis que j'envoie est une petite victoire, la preuve que je peux construire quelque chose par moi-même, pour moi-même. La femme que je suis devenue n'est plus la même. J'ai appris à écouter cette petite voix intérieure que j'avais si longtemps fait taire pour ne pas déranger. J'ai appris que ma propre compagnie était précieuse. J'ai appris que l'amour ne devait pas être une béquille, mais une danse entre deux personnes entières. Le plus grand changement, c'est que je ne m'excuse plus d'exister. Je ne m'excuse plus de prendre de la place, d'avoir des opinions, de dire non. J'ai compris que ma valeur haine était pas négociable, qu'elle ne dépendait pas de l'approbation d'un homme ou d'un cercle d'amis. Ai-je pardonné ? C'est une question complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai un jour la cruauté délibérée. Mais j'ai pardonné à la situation. J'ai lâché la colère, non pas pour eux, mais pour moi. La rancœur est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. J'ai choisi de vivre. J'ai accepté que cette épreuve, aussi douloureuse fût-elle, était une partie intégrante de mon histoire. Elle ne définit pas qui je suis, mais elle a révélé la force que j'ignorais posséder. Quant à l'avenir, je ne l'attends plus avec anxiété, mais avec curiosité. Suis-je ouverte à un nouvel amour ? Oui, absolument. Mais je ne le cherche pas. Ma vie est pleine. Elle est riche de mes créations, de mes quelques vrais amis, de mes voyages en solitaire, de la paix que j'ai trouvée dans le silence. Si quelqu'un doit y entrer, il devra venir avec son propre monde, aussi complet que le mien, non pour me combler, mais pour partager la vue depuis nos sommets respectifs. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas en train de construire un nous. Je suis en train de m'épanouir, moi. Et c'est la plus belle des constructions. Le camp que j'ai bâti n'a pas de mur, pas de frontières. C'est un espace intérieur, solide et lumineux. Et la seule personne dont j'ai besoin pour le défendre, c'est moi. Si je pouvais remonter le temps, pas pour changer le cours des choses, mais juste pour m'asseoir un instant à côté de la femme que j'étais, au milieu des décombres de sa vie, que lui dirais-je ? Je la regarderais, cette femme tremblante de chagrin et de rage, et je lui dirais doucement, arrête de te battre. Arrête de frapper à des portes qui se sont fermées pour de bon. Arrête de réclamer une loyauté qui n'a jamais vraiment existé. Le monde pour lequel tu te bats est une illusion. Il est déjà parti, et il t'a laissé derrière. Et crois-moi, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Je lui dirais que cette douleur insupportable, ce sentiment de être anéanti à la racine, c'est le bruit de tes chaînes qui se brisent. Les chaînes de l'approbation des autres. Les chaînes de cette identité épouse de couse, amie de couse, qui étouffait si lentement que tu ne le sentais même plus. Tu crois avoir tout perdu, mais tu es seulement en train de te débarrasser de tout ce qui était pas vraiment toi. Je lui dirais d'embrasser le silence. De ne pas en avoir peur. Dans ce silence assourdissant, pour la première fois de ta vie, tu vas entendre une voix. La tienne. Elle est faible, hésitante, couverte par le vacarme de ta peine, mais elle est là. Écoute-la.
Elle est la seule boussole dont tu auras désormais besoin. Et surtout je lui dirai, pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir cru. Pardonne-toi d'avoir aimé si fort que tu t'es oublié en chemin. Tu n'as pas été naïve. Tu as été entière. Et ton cœur, même brisé en 1000 morceaux, a une capacité de résilience que tu ne soupçonnes pas. Ces morceaux, tu ne vas pas essayer de les recoller. Tu vas les utiliser pour construire les fondations de ton propre royaume. Et à vous qui êtes peut-être en ce moment même dans cette tempête. À vous qui regardez votre téléphone silencieux, qui sentez le poids du jugement et de l'abandon. Je vous vois. Je connais cette solitude glaciale qui vous étreint et vous coupe le souffle. Laissez-moi vous dire une chose. Votre histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas l'épilogue. C'est le début du deuxième acte. L'acte où le personnage principal c'est vous. Uniquement vous. Ceux qui sont partis, étaient que des personnages secondaires dans votre propre épopée. Ils ont joué leur rôle, celui de vous pousser hors de la scène, pour que vous puissiez enfin construire votre propre décor. Ne cherchez pas la justice à l'extérieur. Ne cherchez pas la validation dans leurs regrets. La plus grande victoire n'est pas de leur prouver qu'ils ont eu tort. La plus grande victoire c'est de construire une vie si belle, si pleine, si authentique, que leur opinion n'a plus la moindre importance. C'est de devenir si solide en vous-même que plus aucune trahison ne pourra vous faire vaciller. Alors construisez votre camp, brique par brique. Un camp fait de vos passions retrouvées, de vos valeurs non négociables, de votre paix intérieure si chèrement acquise. Un camp où vous êtes le seul souverain, le seul juge. Et si, pendant un temps vous êtes la seule habitante de ce camp, alors savourez cette solitude. Elle est le luxe suprême. C'est le temps que vous vous accordez pour vous rencontrer enfin, véritablement. On m'a tout pris, et en me laissant les mains vides, on m'a forcé à regarder ce qu'il me restait. Moi. La femme que je suis aujourd'hui, échangerait sa force pour aucune des illusions confortables de son passé. Les cendres de ma vie d'avant n'ont pas été la fin de mon histoire. Elles ont été le sol fertile. Le terreau sur lequel, enfin, libre de tout regard, j'ai eu le droit, et le courage, de même, épanouir.